Cette boule au ventre juste avant une présentation, les mains qui deviennent moites avant un premier rendez-vous, le cœur qui s'emballe quand vous freinez juste à temps pour éviter un accident, on connaît tous ces sensations. C'est la signature du stress, une réaction aussi vieille que l'humanité gravée dans notre biologie pour nous aider à survivre. C'est notre allié, notre système d'alarme interne qui nous dit « Attention, prépare-toi à agir ». Mais que se passe-t-il quand l'alarme ne s'arrête jamais ? Quand ce signal d'alerte, qui est censé être temporaire, devient votre quotidien. Quand ce n'est plus un événement précis qui déclenche la sirène, mais le silence lui-même. C'est exactement là que se trouve le point de rupture. Cette ligne fine où le stress se transforme en une ombre qui ne nous quitte plus, l'anxiété. Selon une étude de l'IFOP, 95% des Français se disent stressés ou anxieux. Mais combien d'entre nous savent vraiment faire la différence entre une réaction normale et le symptôme d'un trouble qui s'installe? Comment savoir si on a franchi cette ligne? Salut, moi c'est Rémi, je suis hypnothérapeute et infirmier et depuis maintenant plus de 6 ans, je me suis spécialisé dans la résolution de l'anxiété généralisée et ses troubles associés via l'hypnothérapie. Avec cette vidéo, vous allez pouvoir en apprendre plus sur ce que l'on nomme le stress, comment il se déclenche et pourquoi, mais aussi distinguer un stress sain d'un stress pouvant favoriser le début d'un trouble anxieux. Vous pouvez naviguer entre les différents timecodes pour vous concentrer sur la partie qui vous intéresse le plus. En fin de vidéo, je vous propose aussi une séance d'hypnothérapie rapide. Le stress, ce n'est ni une faiblesse ni un défaut de caractère. C'est une réponse complexe et vitale de notre corps et de notre esprit. Dès 1936, le pionnier de la recherche sur le sujet, Hans Selye, le décrivait comme la réponse de notre corps à toute demande d'adaptation. Pour le dire plus simplement, c'est tout ce que notre organisme met en œuvre pour faire face à un défi. Quand ce défi ou ce danger se présente, le cerveau libère une cascade d'hormones, principalement l'adrénaline et le cortisol. Les effets sont immédiats. Le cœur bat plus vite pour envoyer plus de sang aux muscles, la respiration s'accélère pour plus d'oxygène, la vigilance est à son maximum. C'est ce que l'on appelle les mécanismes de survie et de conservation, combattre le danger ou le fuir. Fight or flight, popularisé par Walter Bradford Cannon en 1915. Si le stress réagit à une menace extérieure, l'anxiété, elle, est une réaction qui vient de l'intérieur. Une anticipation, une peur qui flotte dans l'air, même quand il n'y a aucun danger. Comme le dit la chercheuse Sonia Lupien, avec l'anxiété, le cerveau devient une sorte de super détecteur de menaces. Il ne se contente plus de réagir à un danger réel, il scanne l'horizon en permanence en imaginant les pires scénarios. Mais gardons ça pour une prochaine vidéo, j'ai tout un programme à ce sujet. Partons du cas où une personne doit faire face au stresseur. Hans Selye a modélisé cette situation en 3 phases dans son livre Le stress de la vie en 1956. La première, c'est la phase d'alarme, c'est le choc initial. Que ce soit un examen, un conflit ou une menace physique, notre corps active ses défenses, c'est la mobilisation générale. Ensuite vient la phase de résistance. Si la menace persiste, le corps doit tenir. Il s'adapte et maintient un niveau d'énergie très élevé pour continuer à faire face. On peut avoir l'impression que les premiers symptômes se calment, mais en réalité, notre organisme tourne en sur-régime, en puisant dans ses réserves. C'est cette phase qui nous permet de tenir le coup. Et enfin, si la menace dure trop longtemps et que nos réserves sont vides, on entre dans la 3e phase, l'épuisement. C'est là que nos défenses s'effondrent. Le corps, après avoir lutté trop longtemps, n'a tout simplement plus les moyens de s'adapter. Dans le livre de Selye, cet enchaînement de phases est appelé le syndrome général d'adaptation, ou plus communément nommé de nos jours, le stress. Contrairement au stress, l'anxiété se définit surtout par des symptômes psychiques, comme des ruminations qui sont un flot de pensées continues, des anticipations qui visent à prédire, à anticiper l'avenir, ainsi que de l'hypervigilance. Ceci étant dit, tout stress n'est pas forcément mauvais. Selye lui-même faisait la différence entre le stress, le bon stress qui nous motive, et le distress, le mauvais stress qui nous submerge. Et c'est ce que de mon côté, je préfère catégoriser en stress sain, c'est-à-dire ponctuel, par exemple un événement important, un entretien d'embauche ou toute autre chose, et un stress pathologique, c'est-à-dire un stress étant la première pierre de la construction d'un trouble anxieux. Les deux n'auront pas tout à fait la même expression, ni les mêmes symptômes, mais il peut y avoir de fortes ressemblances. Le stress ponctuel porte parfaitement son nom, il est rattaché à un événement en particulier et il agit en fonction de ce dernier. Quand l'événement se termine, le stress se dissipe. Cependant, il est accompagné de plusieurs symptômes propres à chacun.
boule dans le ventre, dans la gorge, troubles digestifs, nausées, rumination ou encore anticipation ou même hypervigilance, pour ne citer que. En gros, le stress sain est une réaction normale, temporaire et liée à une cause que l'on peut identifier rapidement. Vous avez un entretien, vous stressez. L'entretien est fini, le stress s'en va. Le vrai problème commence quand ce mécanisme oublie de s'éteindre et que l'ombre prend de plus en plus de place. Quand notre corps est poussé dans ses limites de résistance, que le stress devient incontrôlable, on parle de point de rupture. Si on se base sur sa définition, un point de rupture est la limite au-delà de laquelle une chose, un objet, se brise sous l'effet de contraintes ou de tensions excessives. Au regard du stress, le point de rupture est le moment où les personnes craquent, où la menace prend le dessus sur le contrôle. Que l'on parle de stress, d'anxiété, il y a un point de rupture pour chaque personne vivant ces situations. Alors comment et quand savoir si le stress se transforme en anxiété ? Eh bien, comme souvent, la réponse se trouve sous nos yeux. Le point de rupture se voit à travers une série de signes, des changements profonds dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir sur le long terme. Souvent remarqués par soi-même et même l'entourage, ces signes sont à écouter pour déceler qui est qui entre stress ou anxiété. Dans des phases dites calmes, c'est-à-dire sans événement spécifique, le stress va se manifester sous la forme d'un mal-être, d'une ombre, comme quelque chose qui ne dit pas son nom. Ni assez expressif pour être identifié, ni trop peu pour ne pas s'en préoccuper, un caillou dans une chaussure en somme. Généralement, cette forme de stress est identifiable pendant la préadolescence, dans le cadre d'un développement anxieux lié à des notions du moi. C'est à ce moment-là que l'on peut commencer à parler d'anxiété. Bon, là ça commence à paraître complexe. Et si vous voulez en apprendre plus, j'en parle dans mon e-book, sur le chapitre consacré aux formes de développement des notions anxieuses, que vous pouvez télécharger directement en description. Pour revenir au stress, il s'exprime sous une forme diffuse, car la notion anxieuse est encore jeune, en construction, sans différenciation pour le moment. Au-delà de la préadolescence, on peut retrouver cette forme anxieuse, notamment à l'âge adulte, dans le cadre d'un burn-out, par exemple. Dans les deux cas, on aperçoit une forme de mal-être, d'intensité et de durée variable. Cela est entièrement personnel en fonction des personnes comme des événements vécus. Mais en pratique, à quel moment a-t-on franchi la ligne entre stress et anxiété ? Pour vous aider, voici quelques signes qui montrent que le stress évolue en une notion anxieuse. Tout commence par le haut, et le premier grand changement, il est mental. L'inquiétude incontrôlable ou les ruminations, ce n'est plus juste se faire du souci pour un problème concret. C'est un état d'inquiétude quasi permanent, voire permanent, qui saute d'un sujet à l'autre, la santé, les proches, le travail, l'argent. Même quand tout va bien, une petite voix vous dit que ça ne va pas durer. La pensée catastrophique ou l'anticipation. Votre esprit imagine systématiquement le pire scénario. Un simple mal de tête devient une tumeur cérébrale. Une réponse tardive à un SMS devient une preuve de rejet. Les problèmes de concentration ou l'hypervigilance. Votre cerveau est tellement occupé à chercher des menaces et à ruminer qu'il devient difficile de se concentrer, de suivre une conversation ou de mémoriser des choses. C'est le fameux brouillard mental. L'irritabilité ou l'émotionnel augmenté, tout vous énerve. La moindre contrariété peut provoquer une colère disproportionnée. Vous passez du rire aux larmes sans crier gare. Cette hypersensibilité est souvent le signe que votre système nerveux est à bout. Le sentiment de perdre le contrôle ou la sensation de vide. Dans les moments d'anxiété intense, vous pouvez avoir l'impression d'être spectateur de votre propre vie, comme dans un film, ou même que la réalité s'effondre, ou encore que le sol se déroule sous vos pieds. C'est un sentiment qui se résorbe, mais qui est le plus redouté des personnes subissant des troubles anxieux. Il correspond à la perte de contrôle, entraînant une sensation plus que désagréable de vide intense, pour ne pas dire plus. Le corps ne tarde pas à suivre et réagira en fonction de la situation, de la personne, etc. Quand le stress devient chronique, le corps, toujours en alerte, commence à fatiguer. Ce flot d'hormones continu, la cascade, qui use l'organisme, amène des symptômes physiques notables. Les troubles du sommeil, c'est l'un des signes les plus courants. Difficile de s'endormir parce que le cerveau mouline, des réveils en pleine nuit ou un sommeil qui ne répare rien et vous laisse épuisé dès le réveil. La fatigue chronique. Vous vous sentez tout le temps vidé, sans énergie, même sans avoir rien fait de spécial. C'est le résultat direct de ce sur-régime permanent.
Les tensions musculaires, des douleurs constantes dans le cou, les épaules, le dos, des maux de tête fréquents ou même le fait de grincer des dents la nuit. C'est ce qu'on appelle le bruxisme. Votre corps est littéralement tendu. Les problèmes digestifs, le fameux nœud à l'estomac, devient un compagnon de route. Maux de ventre, crampes, nausées. Les palpitations et l'essoufflement. Votre cœur s'emballe sans raison, vous vous sentez oppressé ou vous avez du mal à respirer. Ce sont les symptômes de la réponse combat ou fuite de Cannon, qui se déclenche au mauvais moment. Ces symptômes ne sont pas exhaustifs, il en existe autant que de personnes subissant du stress et de l'anxiété. Cependant, ils permettent d'avoir des repères par rapport à ce que vous pouvez vivre et dans une moindre mesure vous alerter si vous vous reconnaissez dans l'un de ces symptômes. Pour gérer cette tempête intérieure, on change nos habitudes, souvent sans même s'en rendre compte. On met en place ce que l'on appelle des mécanismes de défense ou des stratégies de défense. Ces mécanismes et stratégies sont très courantes dans les troubles anxieux et sont particulièrement impactants au quotidien. L'évitement, c'est la stratégie la plus fréquente. Pour ne plus ressentir l'anxiété, vous commencez à éviter les situations, les lieux ou les gens qui la déclenchent. Ça commence par refuser une soirée, puis éviter les transports en commun, jusqu'à ce que votre monde devienne tout petit. Le soulagement est instantané, certes, mais sur le long terme, ça ne fait que renforcer la peur. Les changements d'habitude. L'anxiété peut pousser à se jeter sur la nourriture réconfort, ou à l'inverse couper l'appétit. C'est ce que l'on appelle des TCA, troubles des conduites alimentaires, qui sont bien souvent fortement reliés aux problématiques anxieuses. Certains vont aussi augmenter leur consommation d'alcool ou de tabac pour essayer d'anesthésier leur mal-être. La notion addictive devient alors une béquille permettant de dépasser les symptômes anxieux. Le retrait social. Faire semblant que tout va bien demande tellement d'énergie que vous finissez par vous isoler. Les moments avec les autres deviennent une corvée, plus qu'un plaisir. On atteint le point de rupture quand ces symptômes deviennent la norme. Quand votre vie s'organise autour de votre anxiété et non l'inverse. Après avoir expliqué tout cela, la grande question est comment agir sur tout ça. Honnêtement, il existe beaucoup de techniques, que ce soit de respiration ou de méditation, que vous pouvez retrouver un peu partout, dans des livres ou sur Internet. Ces techniques peuvent vous convenir, cependant elles gèrent les conséquences et non les causes. Elles permettent d'apaiser momentanément, mais pas de résoudre. La résolution peut parfois passer par des changements drastiques dans votre mode de vie ou encore une situation particulièrement impactante venant rebattre l'ensemble des cartes. Mais c'est plutôt rare. La solution probablement la moins sexy, mais la plus efficace, reste la thérapie. Qu'elle soit de la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, la psychanalyse ou encore l'hypnothérapie que je pratique avec les personnes venant me consulter, peu importe le mode de thérapie, ici la volonté est de comprendre la base, résoudre à la racine ces problématiques. La thérapie sous toutes ses formes est le meilleur moyen de résoudre les problématiques anxieuses. Bon, vous l'aurez compris, le stress ce n'est pas toujours évident à définir et on ne peut pas se baser que sur cette notion pour établir un trouble anxieux. Toute anxiété est vivante, pouvant se modifier suivant le vécu, s'augmentant ou se diminuant suivant l'environnement, se ramifiant ou se résolvant suivant l'expérience. À ce moment-là, il est possible qu'en initiant un changement, l'ensemble se normalise. Mais si rien n'est fait, rapidement, le stress va se transformer en anxiété. C'est d'ailleurs cette notion des troubles anxieux que nous traiterons dans la prochaine vidéo. La frontière entre le stress et l'anxiété n'est pas un mur, c'est une pente glissante. C'est une alarme utile qui se transforme en un bruit de fond paralysant s'il n'est pas travaillé à temps. Et vous avez le droit de vous sentir dépassé, mais vous avez aussi la capacité de retrouver le chemin du calme. Le stress n'est pas une notion de bien ou de mal, il a favorisé la survie de notre espèce depuis des millions d'années. Et si maintenant, il agissait pour vous ? Si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne en vous, n'hésitez pas à partager la vidéo et à en parler autour de vous. Vous pouvez poser des questions dans l'espace commentaire, faire des suggestions et j'y répondrai volontiers. Dans la description, vous retrouverez mes réseaux, les sources, mon site et mon e-book qui évoque l'ensemble de ces sujets. Il est maintenant temps de vous détendre et de vous relâcher grâce à votre séance d'hypnothérapie. Merci d'avoir regardé jusque-là, on se retrouve très vite. Allez, salut! Avant de terminer cette vidéo, je vous propose une courte séance. Prenez quelques minutes pour relâcher les tensions et retrouver un peu d'espace en vous. Installez-vous confortablement assis ou allongé, et si vous le pouvez, fermez doucement les yeux. Laissez-vous simplement guider.
par ma voix. Commencez simplement par respirer, par remarquer que vous respirez, sans chercher à bien faire ni à changer quoi que ce soit, juste observer. L'air entre et ressort, un rythme naturel et à chaque souffle, votre corps peut se relâcher un peu plus. Sentez le poids de votre corps, le contact de votre dos, de vos jambes, de votre tête, avec le support sur lequel vous êtes installé. Il n'y a rien à faire, juste être là, laissez le corps reposer. Peut-être que vos épaules s'abaissent légèrement, que votre mâchoire se détend d'elle-même et que les muscles de votre visage deviennent un peu plus souples. Portez à présent votre attention sur votre visage. Remarquez s'il y a de petites tensions autour des yeux, du front, des tempes et laissez-les doucement s'adoucir. Descendez vers votre nuque, votre cou. Observez ce que vous ressentez et autorisez ce qui peut se relâcher. Les épaules, les bras, jusqu'aux mains. Y a-t-il de la tension, de la chaleur, une sensation de lourdeur? Quoi que vous perceviez, c'est parfaitement juste. Et vous laissez simplement aller ce qui peut s'assouplir. Le haut du dos, la cage thoracique. Peut-être que votre respiration devient un peu plus fluide maintenant. Laissez aussi votre ventre se relâcher. Autorisez-le à être mou, souple, sans retenue. Un ventre détendu, c'est souvent un corps plus tranquille. Puis les hanches, les jambes, les genoux et jusqu'aux pieds, à votre rythme. Vous observez et vous laissez faire. Votre corps sait comment se détendre. Il a simplement besoin d'un peu d'espace et d'un peu de temps. Et c'est exactement ce que vous lui offrez en ce moment. Prenez quelques instants pour sentir l'ensemble de votre corps. Peut-être plus lourd ou plus calme. Peut-être plus posé ou plus stable. Il n'y a rien à réussir, aucun objectif à atteindre, juste un moment à vivre, une respiration à la fois. Et vous pouvez vous dire intérieurement, je me donne la permission de me relâcher. Je n'ai rien à contrôler maintenant, je peux me reposer ici. Et dans quelques instants, vous allez revenir doucement à l'instant présent. Vous pouvez commencer à bouger légèrement les doigts, les pieds, remettre un peu de mouvement dans le corps. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Peut-être avec un peu plus de clarté ou simplement un peu plus de calme en vous. Parfait. Vous pouvez réécouter cette séance comme et quand vous le souhaitez. Allez, salut!